La clé était cachée au fond du tiroir, entre des torchons pliés et de vieux manuels d'appareils électroménagers que personne ne lit jamais. Quand mes doigts ont touché ce métal froid, glacé au point d'en être troublant, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas mon cœur, c'était pire, c'était la confiance que j'avais construite durant des décennies entières. Parce que cette clé n'aurait pas dû être là. Cette clé n'aurait jamais dû être copiée. Cette clé ouvrait la porte de ma maison, de ma vie, de mon intimité, et je n'avais jamais, à aucun moment de mon existence, donné la permission qu'elle soit dupliquée. Je m'appelle Cyrielle Vaubry, et ce dimanche d'octobre, pendant un déjeuner apparemment ordinaire chez mon fils Marceau, j'ai découvert que les personnes les plus proches de moi avaient un plan secret impliquant tout ce que je possède. Quand j'ai tenu cette clé entre mes doigts tremblants, j'ai compris que ma belle-fille Ariane, la femme que j'avais accueillie comme une fille, que j'avais reçue à ma table tous les dimanches, pour qui j'avais préparé des soupes maison pendant les hivers rigoureux et brodé des serviettes en lin comme cadeau de mariage, était entrée dans ma maison à mon insu. Elle avait fouillé mes armoires, évalué mes meubles anciens, calculé la valeur des bijoux que j'avais hérités de ma grand-mère, mesuré chaque pièce de la maison en pierre claire où je suis née et où je comptais mourir en paix. Je vis seule à Cléry-Saint-André, une commune tranquille près de la Loire, où les rues pavées font écho aux pas solitaires de l'après-midi et où l'odeur de pain frais s'échappe de la boulangerie à 6 heures du matin, tous les jours, sans exception. C'est un endroit où tout le monde se connaît, où les voisines échangent encore des recettes sur le parvis de l'église après la messe du dimanche, où la vie suit un rythme doux et prévisible. C'est dans cette maison, entre des champs de tournesol qui changent de couleur au fil des saisons et des vignobles que mon grand-père a plantés de ses propres mains, que j'ai élevé mon fils après être devenue veuve il y a 12 ans. Mon Pierre est mort, subitement, d'une crise cardiaque foudroyante, alors qu'il taillait les rosiers qu'il aimait tant. Depuis lors, j'ai appris à vivre avec la solitude, mais je ne me suis jamais vraiment sentie seule, parce que j'avais Marceau, j'avais Ariane. Ou du moins, c'est ce que je croyais avec toute la naïveté d'une mère qui n'imagine jamais être trahie par son propre sang. J'ai toujours traité Ariane comme la fille que je n'ai jamais eue. Quand elle et Marceau se sont mariés, j'ai accueilli cette jeune femme timide aux cheveux châtains et au sourire doux comme si elle était ma propre fille. J'ai préparé leur trousseau, passé des week-ends entiers à les aider à décorer leur appartement à La Source, un quartier moderne d'Orléans où ils ont décidé de vivre, loin de ma petite commune. Je ne me suis jamais plainte de la distance. Je n'ai jamais réclamé de visite. J'ai simplement ouvert ma porte, mon cœur et ma cuisine chaque fois qu'ils venaient. J'ai tenu à ce qu'Ariane se sente partie intégrante de la famille Vaubry, qu'elle sache que là-bas, dans cette maison de pierres et de souvenirs, elle serait toujours la bienvenue. Mais ce dimanche-là, tout a changé. Tout s'est effondré. Le déjeuner avait commencé normalement, même agréablement. Marceau avait préparé un coq au vin un peu trop salé, mais je l'ai complimenté quand même, parce qu'une mère ne critique pas la cuisine de son fils. Ariane était plus silencieuse que d'habitude, touchant à peine à son assiette, évitant mon regard d'une manière étrange que je n'arrivais pas à déchiffrer. J'ai attribué cela à la fatigue. Elle travaillait beaucoup, je le savais. Et les fins de mois étaient toujours difficiles. Nous avons parlé de banalités, du temps qui se rafraîchissait, des préparatifs pour la Toussaint qui approchait. Tout semblait ordinaire, quotidien, sûr. La nappe à carreaux rouge et blanc, les assiettes en porcelaine qui avaient appartenu à ma mère, le vin rouge dans les verres à pied, c'était un tableau familial classique. Rassurant dans sa normalité même. Puis j'ai senti une migraine lancinante, de celle qui commence derrière les yeux et se propage sur le front. Je me suis levée de table en m'excusant et je suis allée à la cuisine chercher un analgésique. Ariane a murmuré quelque chose à propos de paracétamol, peut-être dans le tiroir près de l'évier, celui où il range les torchons et les choses sans importance. J'ai ouvert le tiroir distraitement, fouillant parmi les tissus pliés, cherchant une plaquette de comprimés. C'est alors que mes doigts ont touché la clé. Si vous m'écoutez maintenant, si cette histoire touche une partie de votre cœur, je vous en prie, laissez-moi un signe que je ne suis pas seule dans cette douleur. Écrivez dans les commentaires d'où vous m'écoutez, quelle ville, quel pays vous porte en ce moment. Parfois, partager nos histoires est la seule façon de transformer la solitude en force.
Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait se reconnaître dans ces mots, abonnez-vous à la chaîne, afin que nous puissions continuer à construire ce réseau de femmes qui ne se taisent pas face à l'injustice, même quand elle vient de l'intérieur de leur propre famille. J'ai saisi la clé fermement, sentant le métal mordre la paume de ma main. J'ai immédiatement reconnu la forme particulière, la tête ovale avec des détails en bronze vieilli, identique à celle que je porte avec moi depuis plus de 40 ans. C'était une réplique parfaite de la clé de ma maison. Mon estomac s'est retourné. Mes mains ont commencé à trembler. 1000 questions ont explosé dans ma tête en même temps. Comment ont-ils obtenu cela? Quand? Pourquoi? Combien de fois sont-ils entrés dans ma maison sans que je le sache? Qu'ont-ils cherché? Qu'ont-ils touché? Le poids de cette découverte m'a submergé comme une vague glaciale. J'ai pensé à toutes ces fois où j'étais partie au marché le jeudi matin, confiante et sereine, laissant ma maison vide derrière moi. À toutes ces messes du dimanche où je priais pour le bonheur de ma famille pendant qu'ils violaient mon intimité. À tous ces moments où je me sentais en sécurité dans mon petit univers prévisible, ignorant que ma vie était scrutée, évaluée, mise à prix comme une marchandise. Je suis retournée dans la salle à manger en tenant cette clé comme si c'était une arme. Marceau et Ariane parlaient à voix basse, mais ils se sont tus instantanément quand ils m'ont vue debout à l'entrée de la pièce. Ils ont dû percevoir quelque chose dans mon visage, dans ma posture rigide, dans la façon dont je tenais cet objet minuscule qui semblait soudain peser des tonnes. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'aurais cru, mais à l'intérieur, j'étais brisée. « Marceau, pourquoi avez-vous une copie de la clé de ma maison ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon fils a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Il est devenu pâle. La fourchette a glissé de sa main et a heurté l'assiette avec un bruit métallique qui a résonné dans la pièce. Mais c'est le visage d'Ariane qui m'a donné la réponse que je redoutais. Elle est devenue complètement blanche, blanche comme les murs de leur appartement, comme si tout le sang avait été drainé de son corps en une seconde. Elle n'a pas pu me regarder. Elle a détourné le visage, fixé ses yeux sur le sol, sur ses propres mains qui tremblaient, sur ses genoux. À cet instant, j'ai su. Quelque chose de bien pire qu'une simple invasion d'intimité se tramait. Quelque chose de calculé, de prémédité, de cruel. Réponds-moi, Marceau. Ma voix tremblait maintenant, mais pas de peur, de colère, de déception, d'une douleur si profonde que je ne savais même pas qu'il était possible de la ressentir. Pourquoi avez-vous fait une copie de ma clé sans me demander? Combien de fois êtes-vous entré chez moi dans mon dos? Il a regardé Ariane, comme s'il cherchait la permission de parler, comme s'il avait besoin de son approbation pour me dire la vérité. Ce regard m'a blessé plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Mon fils, le petit garçon que j'avais porté dans mes bras, que j'avais consolé pendant les cauchemars nocturnes, à qui j'avais appris à faire du vélo sur les chemins de terre de Cléry-Saint-André, regardait maintenant une autre femme pour savoir comment me gérer, comment gérer sa propre mère. « Maman, je... » Sa voix a flanché. Des larmes ont commencé à couler sur son visage, mais je n'ai ressenti aucune pitié, seulement du vide. La vérité, Marceau, maintenant. C'est Ariane qui a finalement parlé, d'une voix si basse que j'ai à peine pu l'entendre. Nous devions évaluer, nous devions savoir combien. Combien vaut ma maison? J'ai complété la phrase pour elle, sentant la bile monter dans ma gorge. Combien valent mes meubles, mes bijoux, toute ma vie? Marceau s'est effondré. Entre des sanglots entrecoupés et des mots qui se bousculaient, il a tout avoué. Les dettes accumulées, les prêts bancaires qu'il ne pouvait pas rembourser, les lettres de recouvrement qui arrivaient tous les jours, le désespoir grandissant, et puis l'idée, une idée qu'Ariane avait eue en premier, il a tenu à le préciser, comme si cela atténuait la trahison. L'idée était simple et dévastatrice. Il ferait de faire une copie de ma clé en utilisant comme modèle celle que j'avais laissée une fois dans mon sac pendant que j'utilisais les toilettes lors d'une visite. Ils entreraient chez moi pendant les matinées de mardi et jeudi, quand j'allais au marché à Orléans ou participais aux réunions de la paroisse. Ils photographieraient tout. Ils évalueraient la valeur des meubles anciens, de la vaisselle en porcelaine héritée de ma grand-mère, des bijoux que ma mère avait gardés pendant la guerre.
Il calculerait combien il pourrait obtenir s'il me persuadait de vendre la maison. Le plan était de me convaincre, gentiment, amoureusement, de déménager dans une petite chambre au fond de leur appartement. « Pour votre propre sécurité, maman », dirait-il, « pour ne pas rester seul dans cette si grande maison isolée. » Ils utiliseraient ma peur de la solitude, mon âge, ma vulnérabilité. Et quand j'accepterais, ils vendraient ma maison, mon héritage, tout ce que ma famille avait construit au fil des générations, et ils utiliseraient l'argent pour rembourser leurs dettes. Je suis resté là, debout, tenant cette clé maudite, écoutant mon fils avouer qu'il m'avait transformé en marchandise, en actif financier à exploiter. J'ai entendu chaque mot, chaque justification pathétique, chaque tentative de minimiser l'horreur de ce qu'ils avaient de planifié. Et à un moment donné, j'ai cessé de ressentir quoi que ce soit. La douleur était si grande que mon corps a simplement coupé les émotions pour ne pas me détruire complètement. Mon esprit s'est mis à vagabonder malgré moi. J'ai pensé à toutes ces petites choses que j'avais attribuées au hasard ces derniers mois. Un cadre photo légèrement déplacé sur la commode, une porte de placard que j'avais trouvée entr'ouverte alors que j'étais certaine de l'avoir fermée. Cette sensation étrange, parfois, en rentrant chez moi, que quelque chose n'était pas tout à fait comme je l'avais laissé. J'avais mis cela sur le compte de ma mémoire défaillante, de mon âge, de ma distraction. Mais non, c'était eux. C'était mon fils et ma belle-fille qui fouillaient ma vie comme des cambrioleurs, qui touchaient mes souvenirs avec leurs mains avides. Quand Marceau a fini de parler, j'ai tendu la main, paume ouverte. Les autres copies, maintenant. Il a hésité, mais le regard que je lui ai lancé ne laissait aucune place à la négociation. Ariane s'est levée en silence, est sortie de la pièce et est revenue avec 2 autres clés identiques. 3 copies, 3 violations, 3 preuves du mépris qu'il ressentait pour ma dignité. J'ai pris toutes les clés et les ai rangées dans la poche de mon manteau. Puis, j'ai regardé tous les deux, mon fils en pleurs, ma belle-fille toujours incapable de me regarder dans les yeux, et j'ai dit, avec un calme qui m'a surprise moi-même, « La porte de ma maison, qui a toujours été ouverte pour vous avec amour et confiance, est maintenant fermée à la malhonnêteté. Vous n'êtes plus les bienvenus à Cléry-Saint-André, pas avant que vous compreniez la gravité de ce que vous avez fait. » J'ai pris mon sac et je suis sortie de cet appartement sans regarder en arrière. J'ai descendu les escaliers parce que je n'aurais pas supporté d'être enfermée dans un ascenseur avec mes propres larmes. Je suis montée dans ma vieille Renault et j'ai conduit jusqu'à chez moi, les mains serrant le volant si fort que mes doigts sont devenus blancs. Pendant tout le trajet, une seule question martelait dans ma tête. Qu'est-ce qu'il me cachait d'autre? Qu'est-ce que je ne savais pas encore? La route entre Orléans et Cléry-Saint-André m'a semblé interminable ce jour-là. Les champs défilaient dans un brouillard de larmes que je refusais de laisser couler. Je me suis concentrée sur les détails. Les lignes blanches sur l'asphalte, le clignotant qui battait son rythme régulier, le souffle saccadé de ma respiration. N'importe quoi pour ne pas penser à ce qui venait de se passer, à ce qui venait de se briser en moi. Quand je suis arrivée à ma maison, les pierres claires brillaient sous le soleil d'octobre, exactement comme elles l'avaient toujours fait. Mais quelque chose avait changé. Cette maison qui avait toujours été mon refuge, mon sanctuaire, me semblait maintenant violée, souillée par leurs intrusions secrètes. Chaque pièce, chaque meuble, chaque objet portait maintenant l'ombre de leur trahison. Mais ce que je ne savais pas, alors que je garais ma voiture dans l'allée de gravier, alors que je montais les 3 marches de pierre jusqu'à ma porte d'entrée, c'est que la clé cachée dans le tiroir n'était que le début, qu'il y avait des secrets bien pires qui attendaient d'être révélés, et que dans les jours suivants, j'allais découvrir que la trahison d'Ariane allait bien au-delà de ce qu'une mère pourrait supporter. Parce que parfois, les pires mensonges ne concernent pas l'argent. Parfois, ils touchent à quelque chose de bien plus profond, au sang, à la famille, à l'identité même de ceux que nous aimons. Et j'étais sur le point de découvrir un secret qui allait tout changer, non seulement dans ma relation avec Marceau et Ariane, mais dans ma compréhension de ce que signifie réellement être une famille. Les jours qui suivirent cette découverte furent les plus sombres de toute ma vie. Je me suis enfermée dans ma maison de Cléry-Saint-André, incapable de manger, incapable de dormir,
incapable même de pleurer, tant la douleur était profonde et paralysante. Chaque objet dans cette maison me renvoyait maintenant à la trahison. Les meubles qu'ils avaient photographiés, les armoires qu'ils avaient fouillées, les tiroirs qu'ils avaient ouverts en cachette pendant que j'étais à la messe ou au marché, confiante et naïve comme une vieille femme qui croit encore à la bonté de sa famille. Marceau m'appelait tous les jours, 10, 20 fois par jour. Laissait des messages où il sanglotait, me suppliait de lui pardonner, jurait que c'était une erreur monumentale, qu'ils n'auraient jamais mis leur plan à exécution. Mais je ne décrochais pas. Je ne pouvais pas. Parce qu'à chaque fois que j'entendais sa voix sur le répondeur, je revoyais son visage pâle ce dimanche-là, j'entendais ses aveux, je sentais à nouveau ce poignard de glace me transpercer le cœur. Ariane, elle, ne m'a jamais appelé, pas une seule fois. Ce silence me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur son caractère véritable. Le mardi suivant, une semaine exactement après la découverte de la clé, j'ai reçu une visite inattendue. C'était Madeleine Fournier, ma voisine depuis plus de 40 ans, une femme sèche et directe qui n'avait jamais mâché ses mots. Elle s'est présentée à ma porte avec une tarte tatin encore tiède et un regard qui signifiait clairement qu'elle ne partirait pas sans avoir parlé. « Cyrielle, j'ai quelque chose à te dire », a-t-elle annoncé en s'installant dans mon salon sans attendre d'invitation. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des mois, mais je pensais me mêler de ce qui ne me regardait pas. Maintenant, je regrette mon silence. Mon cœur s'est serré. De quoi parles-tu, Madeleine ? Elle a pris une grande inspiration, comme quelqu'un qui s'apprête à plonger dans une eau glacée. Ta belle-fille, Ariane. Je l'ai vue entrer chez toi à plusieurs reprises quand tu n'étais pas là. La première fois, c'était en juin, un jeudi matin. Tu étais partie pour ta consultation médicale à Orléans, tu te souviens ? J'arrosais mes géraniums sur le balcon et je l'ai vue sortir d'une voiture, regarder autour d'elle comme une voleuse, puis ouvrir ta porte et entrer. Je me suis figée. Juin. Cela faisait donc au moins 4 mois qu'ils me violaient ainsi, qu'ils entraînent chez moi comme dans un magasin d'antiquités où ils évaluaient la marchandise. Au début, je me suis dit qu'elle avait peut-être une clé que tu lui avais donnée, continua Madeleine, le regard baissé, comme si elle portait elle-même la honte de cette révélation. Mais quelque chose dans sa manière de se comporter me dérangeait. Elle ne restait jamais longtemps, une demi-heure tout au plus. Et elle ressortait toujours avec son téléphone à la main, comme si elle venait de prendre des photos. La deuxième fois que je l'ai vue, c'était en juillet, puis en août, puis début septembre. Toujours les mêmes jours, toujours quand tu étais absente. La nausée m'a submergée. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Madeleine ? Parce que je ne voulais pas créer de problème dans ta famille, avoua-t-elle, les yeux brillants de larmes. Je me disais que tu avais peut-être besoin d'aide pour certaines choses, que ta belle-fille venait peut-être chercher des documents ou je ne sais quoi. Mais maintenant, en voyant que tu ne sors plus de chez toi depuis une semaine, que tes volets restent à moitié fermés même en plein jour, je comprends qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et je me devais de te dire ce que je savais. J'ai remercié Madeleine avec une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Elle est partie peu après, me laissant seule avec cette nouvelle révélation qui rendait tout encore plus sordide, encore plus calculé. 4 mois, peut-être plus. Il m'espionnait depuis 4 mois minimum. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai passé des heures à me demander ce qu'ils avaient touché, ce qu'ils avaient vu, quels secrets intimes ils avaient découverts en fouillant ma maison. Avaient-ils lu mes lettres, celles que Pierre m'écrivait quand nous étions jeunes ? Avait-il ouvert la boîte en bois où je garde les dessins d'enfants de Marceau, ces trésors que je chéris plus que n'importe quel bijou ? Avait-il ri de mes vieilles photos, de ma garde-robe démodée, de ma vie simple et tranquille qui ne valait rien à leurs yeux sauf en tant que source d'argent ? Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester passive. Je devais comprendre l'ampleur de leur trahison, savoir exactement jusqu'où ils étaient allés. Et surtout, je devais découvrir s'il y avait d'autres mensonges, d'autres secrets qu'ils me cachaient encore. J'ai téléphoné à maître Bernard Lacroix, le notaire de la famille depuis l'époque de mon père. C'était un homme d'une 60aine d'années, méticuleux et discret, en qui j'avais toujours eu confiance. Je lui ai expliqué la situation, sans rien omettre, et lui ai demandé conseil.
Madame Vaubry, m'a-t-il répondu après un long silence, ce que vous me décrivez est extrêmement préoccupant. Je vous suggère de vérifier immédiatement si vos documents importants n'ont pas été touchés. Testament, titre de propriété, livret bancaire. Vérifiez également vos comptes en banque pour vous assurer qu'aucune transaction suspecte n'a été effectuée. Son ton professionnel cachait mal son indignation. Cela m'a rassuré de savoir que je n'étais pas folle, que ma colère et mon sentiment de trahison étaient justifiés. J'ai suivi ses conseils à la lettre. J'ai ouvert le vieux secrétaire en noyer où je garde mes papiers importants, celui que mon grand-père avait fabriqué de ses mains au début du siècle dernier. Tout semblait en ordre. Mon testament était toujours là, ainsi que l'acte de propriété de la maison et mes relevés bancaires. Mais en examinant plus attentivement, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les documents n'étaient pas rangés exactement comme je les laisse habituellement. Le testament, que je garde toujours dans une enveloppe Kraft avec les coins bien pliés, avait des coins légèrement froissés. Les relevés bancaires, que j'empile toujours par ordre chronologique avec le plus récent sur le dessus, étaient mélangés. Quelqu'un avait fouillé dans mes papiers. Quelqu'un avait lu mon testament. Mon sang s'est glacé. Qu'avait-il découvert? Mon testament était simple, rédigé il y a 5 ans après la mort de Pierre. Je léguais tout à Marceau. La maison, mes économies, mes bijoux, tout. C'était naturel. Il était mon seul enfant. Mais maintenant, après cette trahison, je réalisais que ce testament était peut-être ce qui avait motivé leur plan diabolique. Ils savaient qu'un jour, tout cela leur reviendrait. Mais ils étaient trop impatients. Leur dette était trop pressante. Alors, ils avaient décidé d'accélérer les choses, de me pousser gentiment vers la sortie, de prendre le contrôle de mes biens pendant que j'étais encore en vie. J'ai appelé Maître Lacroix immédiatement. Ils ont lu mon testament, j'en suis certaine. Que puis-je faire? Vous pouvez le modifier, a-t-il répondu sans hésitation. C'est votre droit le plus absolu. Mais je vous conseille d'attendre quelques semaines avant de prendre une décision aussi importante. Vous êtes sous le choc, Madame Vaubry. Les décisions prises dans la colère et la douleur ne sont pas toujours les meilleures. Il avait raison, bien sûr. Mais la rage qui bouillonnait en moi demandait une action immédiate. Quelque chose qui leur montrerait que je n'étais pas la vieille femme faible et manipulable qu'ils croyaient. Le vendredi de cette même semaine, une nouvelle révélation est venue secouer ce qui restait de ma confiance. J'ai reçu un appel de Sylvie Garnier, une ancienne collègue qui tient maintenant une boutique d'antiquités à Orléans. Nous n'avions pas parlé depuis des mois, alors j'ai été surprise d'entendre sa voix. « Cyrielle, pardonne-moi de t'appeler comme ça, mais il faut que je te dise quelque chose d'important. Il y a environ 2 mois, une jeune femme est venue à ma boutique avec des photos de meubles anciens. Elle m'a dit qu'ils appartenaient à sa belle-mère, qui envisageait de vendre, et elle voulait une estimation. J'ai trouvé ça étrange, qu'une belle-fille vienne faire estimer des meubles sans que la propriétaire soit présente, mais je lui ai quand même donné mon avis professionnel. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Continue, Sylvie. Ce n'est que hier, en rangeant mes dossiers, que j'ai retrouvé les photos qu'elle avait laissées, et j'ai reconnu un meuble très particulier, cette commode Louis XV, avec les incrustations de marqueterie que tu as héritées de ta grand-mère, celle que tu m'avais montrée il y a des années quand je t'avais rendu visite. Cyrielle, c'était tes meubles qu'elle me demandait d'estimer. La confirmation de ce que je savais déjà m'a frappé comme un coup de poing. Ariane était allée jusqu'à consulter des antiquaires, à faire évaluer mes biens comme si j'étais déjà morte, comme si ma maison était déjà la sienne. « Combien ?» ai-je demandé d'une voix blanche. « Combien valent mes meubles selon toi ?» Sylvie a hésité. « Cyrielle, je ne pense pas que... » « Dis-moi, Sylvie, j'ai besoin de savoir. » Pour l'ensemble des pièces sur les photos qu'elle m'a montrées, entre 50 et 70 000 euros. Peut-être plus si les pièces sont en excellent état. Ce sont de véritables trésors, Cyrielle, des pièces de collection. 50 à 70 000 euros, plus la valeur de la maison, qui devait tourner autour de 300 000 euros dans le marché actuel. Ils avaient calculé que je valais près de 400 000 euros. C'était le prix qu'ils mettaient sur leur trahison, sur les années d'amour que je leur avais données. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la découverte de la clé, j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, recroquevillée dans mon lit.
serrant contre moi la vieille chemise de pierre qui sent encore son eau de Cologne même après toutes ces années. J'ai pleuré la mort de mes illusions, la perte de ma famille, la fin de l'innocence qui me faisait croire que l'amour maternel était toujours réciproque, toujours sincère. Mais au milieu de ces larmes, une détermination nouvelle est née. Je ne serai pas une victime. Je ne laisserai pas cette trahison me détruire. D'une manière ou d'une autre, je reprendrai le contrôle de ma vie, de ma maison, de mon héritage. Le lundi suivant, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai contacté un serrurier et fait changer toutes les serrures de ma maison. Puis j'ai installé un système d'alarme discret mais efficace. Si quelqu'un tentait d'entrer chez moi sans permission, je le saurais immédiatement. Mais ce que j'ignorais encore, alors que je prenais ces mesures de protection, c'est que la plus grande révélation était encore à venir. Une révélation qui allait me montrer que la cupidité n'était pas le seul mensonge dans cette histoire, et que parfois, les trahisons les plus douloureuses ne concernent pas l'argent, mais quelque chose de bien plus profond et destructeur. Le changement de serrure et l'installation de l'alarme m'ont apporté un semblant de sécurité, une illusion de contrôle dans une situation qui m'échappait complètement. Pendant quelques jours, j'ai vécu dans une bulle fragile, évitant les appels incessants de Marceau, ignorant les messages de plus en plus désespérés qu'il laissait sur mon répondeur. J'avais besoin de temps pour digérer l'ampleur de leur trahison, pour reconstruire les fondations de ma dignité que leur plan sordide avait ébranlé. C'est le jeudi, 2 semaines après la découverte de la clé, que tout a basculé à nouveau. J'étais au marché d'Orléans, essayant de retrouver un semblant de normalité en achetant mes légumes habituels au stand de Monsieur Pelletier, quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. En me retournant, j'ai vu Juliette Moreau, une ancienne collègue de Marceau, avec qui il avait travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise de conseil à Paris, avant qu'il ne déménage à Orléans. « Madame Vaubry, quelle surprise !» s'est-elle exclamée avec un sourire chaleureux. « Je ne savais pas que vous veniez au marché d'Orléans. Comment allez-vous » Nous avons échangé des politesses, parlé de tout et de rien, mais je sentais qu'elle voulait me dire quelque chose de plus important. Finalement, après avoir jeté plusieurs regards nerveux autour d'elle, elle s'est rapprochée et a baissé la voix. « Madame Vaubry, je ne sais pas si je devrais vous en parler, mais je me sentirais coupable de garder le silence. Il s'agit de Marceau et d'Ariane. » Elle a hésité, mordillant sa lèvre inférieure. « Je les ai vus il y a quelques semaines dans un restaurant chic du centre-ville. Ils dînaient avec un couple que je ne connaissais pas, mais j'ai entendu des bribes de leur conversation en passant près de leur table. Ils parlaient d'argent, de dettes et de vous. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'ils disaient exactement ? Ariane expliquait à ce couple qu'ils avaient un plan pour résoudre leurs problèmes financiers. Elle a dit textuellement « Ma belle-mère ne se rendra compte de rien. À son âge, elle ne comprend plus grand-chose aux questions d'argent. Ce sera facile de la convaincre que c'est pour son bien. » Et Marceau n'a rien dit pour la contredire. Il hochait juste la tête, l'air misérable. La rage est montée en moi comme une vague brûlante. Non seulement ils m'avaient trahi, mais ils se vantaient de leur plan devant d'autres personnes, me ridiculisant, me présentant comme une vieille femme sénile facile à manipuler. « Merci de m'avoir dit, Juliette », ai-je réussi à articuler malgré la boule qui obstruait ma gorge. Sur le chemin du retour vers Cléry-Saint-André, j'ai pris une décision. J'allais les confronter une dernière fois, mais cette fois avec toutes les cartes en main, avec toutes les preuves de leur duplicité. Je n'étais peut-être qu'une vieille femme de 69 ans, vivant seule dans sa maison de campagne. Mais j'avais encore toute ma tête et assez de force pour me défendre. Le lendemain, j'ai téléphoné à Marceau. Pour la première fois depuis 2 semaines, j'ai décroché quand il a appelé. Sa voix était brisée, pleine d'espoir désespéré. « Maman ? Maman, c'est vraiment toi ? Mon Dieu, j'ai cru que tu ne me parlerais plus jamais. Je suis tellement, tellement désolée. Viens me voir dimanche, l'ai-je interrompu d'une voix froide. Toi et Ariane, à 15h, nous devons parler. Oui, oui, bien sûr. Maman, je te promets que... J'ai raccroché sans le laisser finir. Je ne voulais pas entendre ces promesses creuses, ces justifications pathétiques. Je voulais juste la vérité. Toute la vérité. Et ensuite, je déciderai de ce qu'il adviendrait de notre relation.
Le dimanche est arrivé avec un ciel gris et menaçant, comme si même la météo s'accordait à la gravité de la situation. J'ai préparé ma maison, non pas pour les accueillir chaleureusement comme je le faisais autrefois, mais comme on prépare un champ de bataille. J'avais rassemblé toutes les preuves de leur trahison, les 3 copies de clés, les relevés bancaires froissés, les notes que j'avais prises de ma conversation avec Sylvie Garnier sur l'évaluation des meubles, et même un petit enregistreur vocal que j'avais acheté pour documenter notre conversation. À 15 heures précises, leur voiture s'est garée devant ma maison. Je les ai regardés depuis la fenêtre du salon. Marceau avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 semaines, le visage creusé, les épaules voûtées. Ariane marchait derrière lui, la tête basse, évitant de regarder vers la maison. Je leur ai ouvert la porte sans un mot, sans un sourire. Ils sont entrés dans le salon où j'avais disposé 3 chaises face à face, comme dans une salle d'interrogatoire. L'atmosphère était glaciale, lourde de non-dits et de reproches. « Asseyez-vous » ai-je ordonné. Ils ont obéi en silence. Marceau avait les yeux rouges, gonflés de larmes récentes. Ariane fixait obstinément ses mains jointes sur ses genoux. « Je vais vous poser des questions », ai-je commencé d'une voix calme qui cachait la tempête dans mon cœur. « Et vous allez me répondre avec la vérité complète, sans mensonge, sans omission. C'est votre dernière chance de sauver ce qui reste de notre relation. Est-ce clair ?» Ils ont hoché la tête simultanément. « Depuis combien de temps exactement entrez-vous chez moi sans ma permission ?» Marceau a dégluti péniblement. « Depuis juin dernier. La première fois, c'était le 15 juin, un jeudi. Combien de fois au total ? 12 fois, a murmuré Ariane d'une voix à peine audible. Peut-être 13, je ne suis plus certaine. 13 violations. 13 fois où ils avaient profité de ma confiance, de mes absences, de ma naïveté. Qu'avez-vous fait exactement pendant ces intrusions ? Marceau a pris une grande inspiration. Au début, on regardait juste. On évaluait les meubles, les objets de valeur. On prenait des photos. Puis Ariane a eu l'idée de chercher tes papiers, de connaître exactement ce que tu possédais. On a trouvé ton testament, tes relevés bancaires, tes livrets d'épargne. Et vous avez consulté des antiquaires pour faire estimer mes meubles. Le regard surpris d'Ariane m'a confirmé qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sache cela. Comment ? Peu importe comment je le sais, réponds à la question. Oui, a-t-elle admis dans un souffle. J'ai consulté 3 antiquaires différents. Pour avoir plusieurs estimations ? 3. Pas un seul. Elle avait été méticuleuse dans sa cupidité, professionnelle dans sa trahison. Et ce plan de me faire déménager dans un quartignot chez vous, de vendre ma maison pour payer vos dettes, jusqu'où étiez-vous allé dans sa mise en œuvre ? Cette fois, c'est Marceau qui a répondu, les larmes coulant librement sur ses joues. On avait déjà contacté 2 agences immobilières. On leur avait envoyé des photos de la maison, demandé des estimations du prix de vente. On avait aussi calculé combien ça coûterait de transformer notre débarras en une petite chambre pour toi. On avait même commencé à rédiger un discours pour te convaincre que c'était dans ton intérêt. Un discours. Ils avaient écrit un script pour me manipuler, pour détruire ma vie tout en me faisant croire que c'était pour mon bien. Quand prévoyez-vous de me convaincre ? Avant Noël, a murmuré Ariane. On pensait que ce serait plus facile pendant les fêtes, quand tu te sentirais plus seule. Ils avaient même choisi le moment de leur attaque avec soin, ciblant ma vulnérabilité émotionnelle pendant les fêtes que je passerai sans Pierre pour la 13e fois. J'ai sorti les 3 clés de ma poche et les ai posées sur la table entre nous. « Y en a-t-il d'autres ? » ?»« Non, a juré Marceau. « Je te le promets, maman, seulement ces 3-là. » « Et comment avez-vous fait faire ces copies sans que je m'en aperçoive ?» Ariane a finalement levé les yeux vers moi, et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas du remords, c'était de la résignation, comme si elle savait que tout était perdu et qu'elle n'avait plus rien à perdre en me disant toute la vérité. La première fois, c'était lors de ton anniversaire en mai dernier. Tu te souviens, tu as laissé ton sac dans l'entrée quand tu es allé aux toilettes. J'ai pris ta clé, je suis sortie en prétextant avoir oublié quelque chose dans la voiture et je suis allée chez le serrurier du coin. Il y a un de ces magasins automatiques où tu peux faire des copies en 5 minutes. J'en ai fait faire 3 d'un coup. Mon propre anniversaire. Elle avait profité de la célébration de mes 69 ans, un moment qui aurait dû être joyeux et familial, pour me voler ma clé et préparer sa trahison. Pourquoi ? Ai-je demandé.
Et pour la première fois, ma voix a tremblé. Pourquoi m'avoir fait ça? Je vous ai toujours traité avec amour, avec respect. Je vous ai aidé autant que je pouvais. Pourquoi? C'est Marceau qui a répondu, et ces mots ont achevé de briser ce qui restait de mon cœur de mère. Parce qu'on était désespérés, maman. On a des dettes de plus de 80 000 €. Les huissiers nous menacent de saisie. On allait tout perdre, l'appartement, la voiture, tout. Et toi? Toi, tu as cette maison magnifique. Ces meubles de valeur, cet argent sur tes comptes, et tu vis toute seule. On s'est dit que ce ne serait pas vraiment te voler, puisque tout ça nous reviendrait de toute façon un jour. On accélérait juste les choses. Voilà, le fond de leurs pensées, la vérité nue et cruelle. J'étais juste un obstacle temporaire entre eux et leur héritage. Une vieille femme encombrante qui avait l'audace de continuer à vivre alors qu'ils avaient un besoin d'argent maintenant. « Sortez », ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. « Sortez de ma maison immédiatement. »« Maman, s'il te plaît. » Marceau s'est levé, a tendu les mains vers moi dans un geste suppliant. « Sortez !» ai-je crié, libérant enfin la rage qui bouillonnait en moi. « Vous n'êtes plus les bienvenus ici, vous n'êtes plus les bienvenus dans ma vie. » Ils sont partis, Marceau sanglotant, Ariane silencieuse et rigide. J'ai refermé la porte derrière eux et me suis effondré contre le mur, tremblant de tout mon corps. Mais alors que je restais là, brisé et seul dans l'entrée de ma maison, mon téléphone a vibré. Un message de Madeleine Fournier, ma voisine. « Cyrielle, il faut absolument qu'on parle. J'ai appris quelque chose de très grave concernant Ariane. Quelque chose qui n'a rien à voir avec l'argent. Peux-tu venir chez moi ce soir ?» Mon sang s'est glacé. Qu'y avait-il encore? Quelle autre trahison m'attendait? Le soir même, alors que le crépuscule jetait des ombres orangées sur les pierres de Cléry-Saint-André, je me suis rendue chez Madeleine Fournier avec un sentiment de fatalisme qui m'engourdissait. Qu'est-ce qui pouvait être pire que ce que je savais déjà? Mais l'expression grave de Madeleine quand elle m'a ouvert sa porte m'a fait comprendre que je n'avais encore rien vu. Elle m'a fait asseoir dans son salon encombré de souvenirs et de photos jaunies, m'a servi un verre de cognac sans me demander si j'en voulais. Elle savait que j'en aurais besoin, puis s'est installée en face de moi avec un soupir lourd. « Ce que je vais te dire, Cyrielle, je l'ai appris il y a seulement 2 jours par ma nièce Claudine. Tu sais qu'elle travaille comme infirmière à l'hôpital d'Orléans, au service de pédiatrie. » J'ai hoché la tête, ne voyant pas encore où elle voulait en venir. Il y a environ 1 an, Ariane est venue consulter dans ce service. Claudine l'a reconnue parce que je lui avais montré des photos de ton mariage familial. Ariane était accompagnée d'une petite fille de 4 ans à l'époque. Une enfant aux cheveux châtains et aux yeux verts magnifiques. Mon cœur s'est arrêté de battre. Une enfant? Oui, une petite fille qu'Ariane présentait comme sa nièce, la fille de sa sœur qui aurait déménagé à l'étranger. L'enfant avait une forte fièvre et Claudine s'en est occupée. Mais quelque chose l'a frappée. La ressemblance entre cette petite et Marceau était troublante. Les mêmes yeux, la même forme du visage, les mêmes fossettes quand elle souriait. Les mots de Madeleine tournoyaient dans ma tête sans que je parvienne à les saisir vraiment. Une enfant, une petite fille qui ressemblait à Marceau. Claudine n'y a pas pensé davantage sur le moment, continua Madeleine d'une voix douce mais implacable. Mais, il y a 2 jours, elle a revu Ariane à l'hôpital, avec la même enfant, maintenant âgée de 5 ans. Cette fois, l'enfant l'appelait « maman ». Pas tante Ariane, pas Ariane. Maman. Le monde s'est mis à tourner autour de moi. C'est impossible. Marceau m'aurait dit. Il m'aurait dit qu'ils avaient une fille. Claudine a discrètement consulté le dossier médical de l'enfant, poursuivit Madeleine. Elle s'appelle Léonie Delcourt-Bouchard, née le 8 mars il y a 5 ans. Le nom de la mère sur l'acte de naissance est bien Ariane Delcourt. Mais le nom du père? Elle a marqué une pause, me laissant le temps d'absorber ce qui allait suivre. Le nom du père est Laurent Bouchard. Laurent Bouchard, pas Marceau Vaubry, un autre homme. Ariane a eu une fille avec quelqu'un d'autre, ai-je murmuré, essayant de donner un sens à cette révélation. Mais pourquoi la cacher? Pourquoi ne jamais m'en parler? Claudine s'est renseignée discrètement, a continué Madeleine. Ce Laurent Bouchard était le patron d'Ariane il y a 6 ans.
Un homme marié avec 3 enfants. Apparemment, ils ont eu une liaison, Ariane est tombée enceinte et lui a refusé de quitter sa femme. Il a proposé de l'argent pour l'avortement, mais Ariane a décidé de garder l'enfant. Cet homme verse une petite pension alimentaire, mais le strict minimum, environ 200 € par mois. Les pièces du puzzle se mettaient en place dans mon esprit avec une clarté douloureuse. C'est pour ça qu'ils ont autant de dettes. Ce n'est pas juste de la mauvaise gestion, c'est une enfant supplémentaire à charge, une enfant que Marceau élève comme la sienne. Il semblerait, a confirmé Madeleine. Et le plus troublant, Cyrielle, c'est que cette petite vit avec eux. Claudine a vu l'adresse sur le dossier. C'est celle de l'appartement de Marceau et Ariane à la source. Une petite fille. J'avais une petite fille de 5 ans que je n'avais jamais vue, dont je n'avais jamais entendu parler, qui vivait à moins d'1 heure de route et dont mon propre fils avait choisi de me cacher l'existence. « Mais pourquoi ?» ai-je demandé, les larmes commençant à couler malgré moi. « Pourquoi me cacher ça ?» Pensait-il que je les jugerais? Que je n'aimerais pas cet enfant parce qu'elle n'est pas du sang de Marceau? Madeleine a posé sa main ridée sur la mienne. « Je ne peux pas répondre à leur place, Cyrielle. Mais je pense que c'est lié à leur plan concernant ta maison. Avec une enfant supplémentaire à charge, surtout une enfant qui n'est pas légalement celle de Marceau, ils craignaient peut-être que tu modifies ton testament, que tu établisses des conditions. Ou pire, qu'en apprenant l'existence de Léonie, tu te poses des questions sur leurs finances et découvres leurs dettes. » Elle avait raison. Tout était lié. Le secret de Léonie, les dettes accumulées, le plan pour voler ma maison, tout était connecté dans une toile de mensonges qui avait duré des années. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures à regarder le plafond de ma chambre, pensant à cette petite fille que je ne connaissais pas, cette enfant innocente, prise dans les mensonges de ses parents. Léonie. Ma petite fille, même si aucun lien de sang ne me reliait à elle. Parce que Marceau l'aimait comme sa fille, j'en étais certaine. Mon fils avait beaucoup de défauts, mais il avait bon cœur. S'il élevait cet enfant, c'est qu'il l'aimait vraiment. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, moi y compris. J'ai téléphoné à Maître Lacroix et lui ai demandé de venir me voir d'urgence. « Je veux modifier mon testament », lui ai-je annoncé quand il est arrivé dans l'après-midi, « et je veux le faire aujourd'hui même. » Il a sorti ses documents, a ajusté ses lunettes et m'a écouté attentivement pendant que je lui dictais mes nouvelles volontés. Je lègue ma maison à Léonie Delcourt-Bouchard, ma petite fille de cœur, avec la condition qu'elle ne puisse en disposer qu'à sa majorité. D'ici là, la maison sera gérée par un administrateur que je désignerai. Mes économies seront divisées en 2 parts égales, la moitié pour Marceau, à condition qu'il suive une thérapie familiale et prouve qu'il a remboursé ses dettes de manière responsable, et l'autre moitié placée dans un fonds en fidéicommis pour l'éducation de Léonie. Quant à mes bijoux et meubles anciens, ils seront répartis entre divers musées et associations caritatives de la région. Maître Lacroix a levé les yeux, surpris. « Madame Vaubry, êtes-vous certaine? C'est une décision radicale. Je n'ai jamais été aussi certaine de quelque chose dans ma vie. » ai-je répondu avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. Le testament a été rédigé, signé et scellé le jour même. Mais je ne comptais pas en rester là. J'avais une petite fille, et même si ses parents m'avaient trahi de la pire des façons, cette enfant innocente méritait de connaître sa grand-mère. Le surlendemain, un mercredi après-midi, je me suis rendue à la source sans prévenir. J'ai garé ma voiture en face de l'école maternelle que fréquentait Léonie. Claudine m'avait donné cette information, et là, à 16h30 précise, je l'ai vue pour la première fois. Elle est sortie de l'école en sautillant, son petit cartable rose sur le dos, tenant la main d'Ariane. Mes genoux ont failli céder quand je l'ai vue. Madeleine avait raison. Elle ressemblait tellement à Marceau enfant que c'en était troublant. Les mêmes boucles châtaines, les mêmes yeux pétillants, la même fossette au menton. Ariane m'a vue immédiatement. Son visage est devenu blanc comme un linge. Elle a instinctivement serré la main de Léonie plus fort, comme pour la protéger de moi. Mais je n'étais pas là pour faire une scène. Je me suis approchée calmement, avec toute la dignité que je pouvais rassembler, et me suis accroupie à la hauteur de la petite fille. « Bonjour, ma chérie », ai-je dit d'une voix douce. « Je m'appelle Cyrielle, je suis une amie de ta maman. » Léonie m'a regardée avec cette franchise désarmante des enfants de 5 ans.
Bonjour, madame. Vous avez de jolis cheveux blancs, comme la reine des neiges. » Mon cœur s'est serré. J'ai ri malgré les larmes qui menacèrent de couler. « Merci, ma belle. C'est gentil. » Ariane est restée figée, incapable de parler, de réagir. Je me suis relevée et l'ai regardée droit dans les yeux. « Je sais tout, » ai-je dit simplement. « Absolument tout. Et nous devons parler. Pas maintenant, pas devant elle, mais bientôt. Parce que quoi que tu aies fait, quoi que vous ayez fait tous les deux, cet enfant ne mérite pas d'être privé de sa famille. » Ce soir-là, Marceau est venu seul à Cléry-Saint-André. Nous nous sommes assis dans mon salon, face à face, et pour la première fois en des semaines, nous avons eu une vraie conversation. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Léonie ?» ai-je demandé sans préambule. Il a fermé les yeux, comme si la question lui causait une douleur physique. « Parce que j'avais peur, maman. Peur que tu ne comprennes pas, que tu juges Ariane, que tu nous rejettes. Et puis, avec le temps, le mensonge est devenu trop gros. On ne savait plus comment te le dire. « Tu aurais dû me faire confiance, » ai-je dit, et ma voix s'est brisée. « Je suis ta mère, Marceau. J'aurais compris. J'aurais aimé cette petite comme mon propre sang parce que tu l'aimes comme ta fille. »« Je sais, » a-t-il murmuré en pleurant. « Je le sais maintenant. Mais on était tellement perdus, tellement endettés. Ariane avait honte de ce qui s'était passé avec son patron, honte d'avoir été aussi naïve. Et moi, j'avais honte de ne pas gagner assez pour subvenir aux besoins de notre famille. Alors, on a commencé à mentir, à cacher, et après. Après, c'était trop tard. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a tout raconté. Comment il était tombé amoureux d'Ariane malgré sa grossesse, comment il avait choisi de l'épouser et d'élever Léonie comme sa propre fille, comment les dettes s'étaient accumulées avec les frais de garde, les vêtements, les soins médicaux, comment il s'était senti piégé, désespéré, jusqu'à ce qu'Ariane propose ce plan terrible de s'emparer de ma maison. « Je ne veux pas d'excuses, » l'ai-je interrompu finalement. « Ce que vous avez fait est impardonnable. Vous m'avez trahi de la pire des façons. Mais Léonie mérite mieux que des parents rongés par la culpabilité et les mensonges. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-il demandé, la voix remplie de peur. « J'ai modifié mon testament, » ai-je répondu calmement. « La maison ira à Léonie quand elle sera majeure. Toi, tu auras la moitié de mes économies si tu prouves que tu peux gérer ton argent de manière responsable et que tu suis une thérapie. L'autre moitié servira à l'éducation de Léonie. » Il m'a regardé, bouche bée. « Tu ne nous déshérites pas ?»« Non, parce que malgré tout, malgré la trahison et la douleur, vous restez ma famille. Et cette petite fille innocente ne doit pas payer pour les erreurs de ses parents. J'ai pris une grande inspiration, mais il y a des conditions. Vous devez consulter un conseiller financier pour restructurer vos dettes. Vous devez suivre une thérapie familiale. Et surtout, vous devez me laisser faire partie de la vie de Léonie. Pas comme une visiteuse occasionnelle, mais comme une vraie grand-mère. » Marceau s'est effondré en pleurs. « Merci, maman. Merci. Je te promets que nous allons changer. Je te promets que tu ne le regretteras pas. » Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles. La confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Marceau et Ariane ont commencé une thérapie de couple, puis une thérapie familiale. Ils ont consulté un conseiller financier qui les a aidés à établir un plan de remboursement réaliste de leurs dettes. Ariane a finalement trouvé le courage de confronter Laurent Bouchard et d'exiger une pension alimentaire décente pour Léonie. Avec mon soutien et celui d'un bon avocat, elle a obtenu presque le triple de ce qu'il versait auparavant. Quant à moi, j'ai découvert le plus beau cadeau que la vie pouvait m'offrir à 69 ans, une petite fille. Léonie vient me voir tous les mercredis après-midi et un week-end sur 2. Ensemble, nous faisons des gâteaux, nous nous promenons le long du Loir, nous nourrissons les canards. Je lui apprends à tricoter, elle m'apprend les chansons qu'elle chante à l'école. Elle appelle ma maison, la maison magique de mamie, et court dans le jardin exactement comme Marceau le faisait il y a 40 ans. 1 an après la découverte de cette clé qui a tout changé, je me suis retrouvée assise dans mon jardin par une douce soirée de septembre, regardant Léonie chasser des papillons entre les rosiers. Marceau et Ariane étaient là aussi, plus calmes, plus matures, définitivement transformés par cette épreuve. « Maman »
a dit Marceau en s'asseyant à côté de moi. Je ne t'ai jamais vraiment remercié, pas seulement pour le pardon, mais pour nous avoir forcés à affronter nos démons, à devenir de meilleures personnes. Tu n'as pas à me remercier, ai-je répondu en souriant. C'est ce que font les mères. Elles aiment, elles pardonnent, et elles ne renoncent jamais à leurs enfants, même quand ces enfants font des erreurs terribles. Ariane s'est approchée timidement, quelque chose dans les mains. Cyrielle, j'ai quelque chose pour vous. Elle m'a tendu une boîte enveloppée simplement. Ce n'est pas grand-chose, mais je voulais que vous l'ayez. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait un album photo fait main, rempli de photos de Léonie depuis sa naissance jusqu'à maintenant. 5 années de sa vie que j'avais manquées, préservées dans ces pages avec soin et amour. Je sais que je ne pourrai jamais rattraper le temps que je vous ai volé, a murmuré Ariane, les larmes aux yeux. Mais je veux que vous connaissiez chaque moment de sa vie, même ceux d'avant que nous trouvions le courage de faire les choses correctement. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Cléry-Saint-André, projetant des ombres dorées sur ma maison de pierre, j'ai réalisé quelque chose de profond. Cette clé que j'avais trouvée dans leur tiroir n'avait pas seulement ouvert une porte sur leur trahison. Elle avait ouvert une porte sur la vérité, sur la guérison, sur une famille plus forte et plus honnête qu'elle ne l'avait jamais été. Parfois, les plus grandes trahisons mènent aux plus belles rédemptions. Parfois, il faut que tout soit brisé pour être reconstruit de la bonne façon. Et parfois, une simple clé peut changer le cours de toute une vie, non pas en fermant des portes, mais en forçant tout le monde à les ouvrir enfin, complètement, sans mensonge ni secret. Aujourd'hui, quand je regarde Léonie grandir, quand je vois Marceau et Ariane reconstruire leur vie sur des fondations plus solides, je comprends que le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la force la plus grande qu'une personne puisse avoir. Et l'amour, le vrai amour familial, survit même aux pires trahisons, tant qu'il y a de la volonté, de l'honnêteté et un désir sincère de changer. La clé que j'ai trouvée ce jour-là ne m'a pas seulement révélé un secret. Elle m'a rendu ma famille. Une famille imparfaite, blessée, mais enfin vraie. Voilà. Vous connaissez maintenant toute mon histoire. Chaque trahison, chaque larme, chaque moment où j'ai dû choisir entre la colère qui brûlait en moi et l'amour qui refusait de mourir. Je vous ai ouvert mon cœur, comme on ouvre une vieille malle remplie de secrets, parce que je crois que nos blessures, quand elles sont partagées, deviennent moins lourdes à porter. Mais maintenant, c'est à votre tour de parler. Dites-moi dans les commentaires, auriez-vous fait le même choix que moi ? Auriez-vous trouvé la force de pardonner ou auriez-vous fermé cette porte pour toujours ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement votre vérité, et elle compte. Peut-être que vous aussi, vous avez découvert un jour que ceux en qui vous aviez le plus confiance vous regardaient autrement. Peut-être avez-vous senti cette douleur particulière de réaliser que l'amour que vous donniez n'était pas reçu avec la même pureté. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers à porter ces cicatrices invisibles, ces moments où notre famille nous a fait douter de tout. Alors, écrivez-moi d'où vous m'écoutez en ce moment. Quelle ville vous abrite pendant que vous digérez cette histoire? Quel pays porte votre solitude ou votre réflexion? Savoir que nous sommes ensemble dans cette épreuve, même séparés par des kilomètres, c'est déjà une forme de guérison. Si cette histoire a touché quelque chose au fond de vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, une question que vous portiez en silence, alors restez avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'ici, nous ne cachons pas nos vérités derrière des sourires polis. Ici, nous parlons de ce qui fait mal, de ce qui nous transforme, de ces décisions impossibles que la vie nous force à prendre quand nous pensions avoir mérité un peu de paix. Chaque histoire que je partage est un fil qui nous relie, une preuve que même dans nos moments les plus sombres, nous ne marchons jamais vraiment seuls. Et si vous connaissez quelqu'un, une amie, une sœur, une voisine, qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'elle n'est pas la seule à avoir été trahie par ceux qu'elle aimait le plus, partagez cette histoire avec elle. Parce que parfois, ce n'est pas de conseils dont nous avons besoin, mais simplement de savoir que quelqu'un d'autre a survécu à cette tempête et en est ressorti debout. Merci de m'avoir écouté.
Merci d'avoir eu le courage de rester jusqu'au bout de ce récit, qui, je le sais, n'était pas facile à entendre. Votre présence ici, maintenant, signifie plus que vous ne le pensez.